Bienvenue sur Sholok News. Nous sommes ici à la Villa des Oliviers à Alger pour cet entretien spécial avec Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, ancienne ministre de la Justice. Merci de recevoir Madame Guigou. Vous avez eu des entretiens hier et aujourd'hui avec de hauts responsables algériens, notamment le Premier ministre, le ministre des Affaires religieuses. De quoi avez-vous parlé plus particulièrement ? Avec le Premier ministre, avec les présidents des deux assemblées, ainsi qu'avec les autres ministres que j'ai pu rencontrer, notamment le ministre des Affaires maghrébines, nous avons d'abord parlé de la politique étrangère de l'Algérie. Nous sommes très reconnaissants à l'Algérie des efforts qui ont été faits avec des résultats au Mali et avec pas encore tout à fait les résultats que nous espérons, Français, Algériens et communauté internationale en Libye. Mais c'est vrai que l'Algérie a fait un travail absolument considérable et dont nous remercions les autorités algériennes, en particulier avec les ministres et le Premier ministre. Nous avons passé en revue l'ensemble des problèmes de la région et ce que nous pouvons faire ensemble, sans ingérence, car la position algérienne est très claire. Il faut que ce soit les autorités des pays concernés par ces guerres, par ces divisions qui d'abord trouvent les solutions. Et moi je respecte tout à fait aussi la position des autorités algériennes qui est de dire que les seules solutions, les vraies solutions sont politiques, dans le dialogue politique. Voilà, alors nous avons beaucoup échangé là-dessus. Je suis particulièrement reconnaissante au Premier ministre qui me fait l'honneur et l'amitié de me recevoir chaque fois que je viens en Algérie et qui nous a consacré beaucoup de temps. Alors vous avez parlé de politique étrangère algérienne. Est-ce que les politiques étrangères algériennes et françaises sont sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'il y a encore des divergences, Madame la Présidente? Je ne parlerai pas de divergences, je dis qu'il y a quelques différences, c'est vrai. Mais nous convergeons absolument sur la volonté et les moyens mis en œuvre pour remettre de la stabilité, la paix et la prospérité dans la région. Là nous sommes absolument... voilà. Alors après, il pourrait y avoir des approches différentes, par exemple... Sur la Syrie, par exemple? Oui, alors sur la Syrie, nous avons une intervention militaire parce que... et l'Algérie est très réticente sur ce type d'intervention, parce que c'est vrai que, notamment l'intervention en Libye, mais avant ça l'intervention américaine en Irak, a provoqué, c'est mon analyse à moi aussi, le chaos dans lequel nous sommes dans cette région. Bon. Alors montant les communautés religieuses aussi les unes contre les autres, parce qu'auparavant, en Irak, il y avait quand même une meilleure cohabitation entre les sunnites et les chiites. Et donc ça c'est sûr qu'à la suite de l'intervention américaine et notamment de la politique menée par l'ancien Premier ministre irakien a beaucoup attisé. Voilà, a beaucoup attisé ces tensions. Donc, mais la France a une intervention militaire. Pourquoi en Irak et maintenant en Syrie, qui est très ponctuelle, qui vise à ne pas justement détruire les populations civiles. Et je suis allé voir nos forces qui sont dans le Golfe, sur le porte-avions. Nous avons maintenant, grâce à la technologie, des précisions de frappe qui nous permet d'épargner les populations civiles. Mais c'est vrai que nous faisons ça. Pourquoi? Parce que c'est d'Irak et de Syrie, de Mossoul et de Raqqa, pour être beaucoup plus précis, que partent les attaques terroristes qui viennent frapper en France. Voilà. Alors, il y a un peu de divergence concernant le dossier syrien, ou une différence d'approche, comme vous l'avez dit, mais concernant le Mali, il y a plus d'accords. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le processus politique au Mali, puisqu'il y a eu une intervention française soutenue par l'Algérie? Oui, et ça c'est très remarquable, parce que nous avons particulièrement apprécié. L'Algérie a permis le survol de son territoire, d'abord, quand il s'agissait d'une question de 2-3 heures, avant que la capitale, Bamako, ne tombe aux mains des terroristes. C'est-à-dire qu'on aurait eu un État terroriste en plein cœur de l'Afrique. Bon, c'est un défi de sécurité pour tous les pays riverains, en particulier pour l'Algérie.
Donc nous sommes très reconnaissants de l'appui qui a été donné et des efforts qui ont ensuite été déployés par la diplomatie algérienne avec les accords que l'on connaît. D'Alger. Voilà, pour parvenir à une entente. Alors c'est fragile, bien sûr, c'est fragile. Hein, on voit, il y a eu des incidents récurrents dans le nord, il y en a eu dans le centre aussi, c'est assez préoccupant, mais malgré tout, grâce à ces interventions conjuguées, à l'intervention militaire qui a ensuite été relayée par les Nations Unies et par les autorités, beaucoup de pays européens pour former l'armée malienne, parce que c'est très important, nous partageons avec l'Algérie ce point de vue qu'il faut que ce soit les autorités, à la fois civiles et militaires, des pays concernés qui prennent en charge leurs propres affaires. Alors voilà, donc nous sommes dans ce processus, l'Algérie connaît admirablement les populations, nous avons une très bonne coopération dans la lutte antiterroriste. Hein. Je pense qu'il faut encore faire des progrès pour que nos services de renseignement travaillent mieux ensemble. C'est une question de confiance. Ils ne travaillent pas assez, selon vous, aujourd'hui, les renseignements dans la lutte antiterroriste? Ils travaillent, mais ils travaillent. Mais c'est vrai que la confiance se construit petit à petit hein, dans ces échanges partagés. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des difficultés objectives. C'est-à-dire que quand on repère des groupes terroristes qui surtout dans cette région sahélo-saharienne, passent d'un endroit à l'autre, pour pouvoir les attraper, il faut agir très très vite. Voilà. Donc, et ça, c'est des questions que nous devons résoudre ensemble, côté français et côté algérien. La diplomatie algérienne parraine les négociations de paix au Mali. Nous allons parler aussi également d'un dossier très sensible, c'est celui de la Libye. La diplomatie algérienne aussi essaye de rapprocher les points de vue très difficilement. Il y a eu notamment la visite à Alger du maréchal Haftar, de M. Faiz Sarraj. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette médiation algérienne? Est-ce que la France y participe ou il doit y participer maintenant qu'on sait qu'il y a des puissances étrangères qui prennent part à ces négociations, notamment la Russie? Nous soutenons tous les efforts, hein, en particulier les efforts algériens qui sont très précieux. Voilà. Parce que aucune solution ne sera trouvée en Libye si nous n'avons pas une entente entre les différentes composantes. Vous avez cité M. Sarraj, le général Haftar, M. Saleh, il faut bien aussi que le Parlement, les parlements, hélas. Et leur mot à dire. Après, il y a des milices. Bon. Donc, là, les efforts que fait l'Algérie sont extrêmement précieux et nous les soutenons. Nous-mêmes, moi j'ai pu recevoir M. Sarraj d'ailleurs, j'ai pu parler avec les autorités égyptiennes au plus haut niveau hein, et j'ai assisté à des entretiens parce que j'ai la chance et l'honneur d'être dans les délégations du président de la République et de notre Premier ministre, dans des voyages officiels. Donc bon, nous n'arrêtons pas de notre côté d'inciter les différents protagonistes à se parler et à trouver un terrain d'entente. Sinon, même si Daesh a été expulsé de Sirte, heureusement, naturellement, il s'éparpille partout. On parle d'une médiation algéro-tuniso-égyptienne. Elle serait positive selon vous, cette médiation? Tant mieux, tant mieux. Tous les efforts qui viennent de tous côtés sont en tout cas, moi, je les regarde et nous les regardons à l'Assemblée nationale française et je sais que la diplomatie française les regarde de façon très positive. Alors, Madame la Présidente, vous avez certainement aussi remarqué que le Maroc, à présent, fait partie de l'Union africaine après avoir quitté l'Organisation de l'Unité africaine. Quelle est votre position en tant que présidente de la Commission des Affaires étrangères? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça peut contribuer à développer l'Union africaine et à faire avancer les dossiers en suspens aujourd'hui? Moi, je me réjouis que le Maroc ait décidé de rejoindre, après l'avoir quitté, hein, l'Union africaine. Voilà. Et que l'ensemble des pays qui composent l'Union africaine ait accepté, c'était le cas aussi de l'Algérie. J'espère que ce sera un cadre dans lequel l'Algérie et le Maroc, je veux dire, au niveau des autorités, parce que les populations se connaissent, se mélangent. Bon. Le président Bouteflika, nous le savons, est né au Maroc. À Oujda.
à Oujda. Vous aussi? Moi, je suis née au Maroc, à Marrakech. C'est pas tout à fait dans l'oriental, mais j'ai bien vu quand nous sommes allés avec le président Hollande dans sa première visite et le président Bouteflika à Tlemcen, quel point les populations sont proches. Donc je crois, voilà, encore faut-il que les différends actuels puissent être surmontés, parce que moi c'est mon vœu le plus cher, parce que c'est dommage, quoi. On aurait besoin d'une intégration maghrébine beaucoup plus forte pour affronter justement ces défis communs. Bon, j'espère que l'Union africaine sera le cadre qui permettra ces échanges. Est-ce que selon vous, l'adhésion du Maroc à l'Union africaine peut aider à résoudre le conflit du Sahara occidental qui empoisonne les relations algéro-marocaines depuis 42 ans? C'est ce que j'espère, c'est ce que j'espère. Alors, après, bon, il faut des efforts des deux côtés. Bon, nous essayons de les encourager autant que nous pouvons, mais là encore, on ne peut pas faire à la place des principaux protagonistes. Nous sommes à 3 mois d'échéances électorales importantes, les législatives algériennes, les présidentielles françaises. Quel rôle jouent les parlements aujourd'hui des deux pays dans le rapprochement entre la France et l'Algérie, deux pays qui ont toujours eu des relations, disons, compliquées, Madame Guigou? Oui, mais moi, vous voyez, j'observe que depuis quelques années, puisque en particulier depuis la visite du président Hollande, hein, il y avait une période de froid auparavant, alors que ça a été des relations un petit peu en dents de scie. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas, Oui. voilà. Bon, alors on ne va pas s'étendre là-dessus. J'observe quand même que dans mes contacts parlementaires, hein, mais aussi avec le gouvernement algérien, depuis octobre 2012, beaucoup de malentendus se sont dissipés. Pourquoi? Parce que nous avons un passé qui a été douloureux, très douloureux, très très douloureux. Mais il y a eu des gestes qui ont été faits. Le fait que notre ministre des Anciens Combattants soit allé à Sétif. Ah, moi je dis enfin. Enfin quoi? Enfin, un ministre de la République française va rendre hommage et dire que ce qui s'est passé là, hein, ces massacres, n'auraient jamais dû exister. Voilà. Alors, donc, et puis après, il y a eu voilà, dans la guerre, hein, d'indépendance, beaucoup de choses. Vous savez, moi, je me suis construit mon engagement politique sur cette question de la décolonisation. Je vivais au Maroc, j'étais très jeune, je ne comprenais rien. J'avais de la famille ici en Algérie, certains ont été victimes dans les attentats. Et je me suis toujours dit, les peuples ont le droit d'avoir leur autonomie et leur indépendance, et que dans toute ma vie, j'essaierai de faire en sorte que ça puisse plus jamais se reproduire. Parce que les blessures de part et d'autre, elles sont là. C'est l'histoire, ça. Mais il faut regarder vers l'avenir. Parce que moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que la France et l'Algérie, dans le Maghreb et dans le prolongement africain, ont un rôle fondamental à jouer ensemble. Et moi, j'ai confiance en l'Algérie. Voilà. Tout n'est pas parfait, mais en France non plus. Hein, et on n'est pas là pour faire la leçon. Mais moi, j'ai confiance parce que je vois l'évolution, je vois la société algérienne, je vois l'évolution politique en Algérie. Et voilà. Je pense que les choses vont dans le bon sens, dans des difficultés objectives. Hein. La baisse des prix du pétrole, c'est pas facile. Nous, la baisse de la croissance en France, raison de plus. Hein. Avec ce continent africain qui est un continent en pleine croissance, en pleine révolution technologique, pour qu'on agisse ensemble et qu'on lutte ensemble contre le terrorisme, parce que ça empêche tout. Vous avez parlé de blessures, vous avez évoqué les massacres de Sétif, la visite du ministre français des Anciens Combattants. Il y a toujours un débat en Algérie sur la repentance, sur cette volonté d'obtenir des excuses de la République française. Vous en pensez quoi de ce débat, Madame Guigou? Moi, je pense que, voyez-vous, entre deux pays souverains, je ne pense pas que ce soit d'excuses qu'il faut parler. Je pense que c'est d'un travail commun de nos historiens, parce que ce n'est pas aux politiques de le faire, de construire un regard commun sur ce qu'a été cette histoire très très douloureuse. Et moi je me réfère beaucoup aux travaux par exemple de Benjamin Stora, hein, qui a beaucoup vécu ici, et je pense que c'est ça que nous devons essayer de faire ensemble. Et surtout, et je note qu'avec mes collègues parlementaires, et ce sont en particulier
des parlementaires, alors je me souviens très bien de ma première visite, qui avaient été des résistants de l'indépendance algérienne, qui m'ont dit, bon ben maintenant, regardons ensemble devant et voyons ce que nous pouvons construire pour avoir dans la mémoire, elle sera différente parce qu'il y a eu des blessures. Bon. Mais maintenant, on doit construire l'histoire. Et l'histoire et la mémoire, pour moi, c'est pas la même chose. Vous avez dit 2 fois le mot blessure. La mémoire est subjective. Nous devons essayer de construire un regard convergent sur notre histoire commune et de parler entre nous de tout ce passé douloureux, mais en essayant de le dépasser maintenant. Hein. Vous avez dit 2 fois le mot blessure. Comment est-ce qu'on répare les blessures aujourd'hui? Par une vision d'avenir? Je crois, oui. Je crois que c'est la façon de faire. Sur quel sens se basent aujourd'hui les autorités françaises, Parlement ou gouvernement, pour établir leur rapport avec l'Algérie? Est-ce que le regard des politiques aujourd'hui ou des gouvernements en France sur l'Algérie est différent des autres pays? Forcément, il y a une spécificité, évidemment. En même temps, il y a beaucoup de choses qui nous unissent. D'abord, nous avons en partage, et nous en sommes très reconnaissants à l'Algérie, la langue française. Moi, je note qu'il y a en Algérie, mais aussi dans l'ensemble des pays du Maghreb, une reconnaissance de la diversité de ces langues qui sont utilisées par les populations, soit la langue berbère, la langue française, naturellement en premier lieu la langue arabe, qui est d'abord la première langue officielle. Donc je trouve que là, c'est une grande richesse. Je souhaiterais que la langue arabe soit davantage enseignée en France. Il y a des progrès là aussi. Je trouve que nous avons besoin, par exemple, j'ai une autre casquette du président de la Fondation Annaline pour le dialogue des cultures, dans tout le périmètre euro-méditerranéen. Et vous allez à Tunis aujourd'hui dans ce cadre? Voilà, ce soir et surtout demain matin. Parce qu'il y a une rencontre des ministres de la Culture dans le cadre du 5+5. J'ai bien noté que le Premier ministre est là, il insiste beaucoup sur ce cadre, parce que c'est vrai que c'est un cadre de coopération beaucoup plus étroit. Là, dans cette association, enfin, nous avons 6000 associations, c'est un réseau d'associations, et je recevais ce matin ici, à l'ambassade, les représentants algériens, qui sont plusieurs centaines, à adhérer à la Fondation Annaline. Parmi les 3 objectifs principaux que j'ai fixés à l'association, c'est d'encourager très concrètement la traduction des œuvres arabes en langue européenne. C'est ridicule. Quand j'ai vu ça, on a fait faire une étude, un rapport, moins de 1% des traductions qui sont faites aujourd'hui en Europe concernent des ouvrages en langue arabe. C'est inadmissible. Voilà. Il faut commencer, si on veut se comprendre, il faut commencer par se connaître. Et de connaître la nature des publications, pas seulement écrites, mais audiovisuelles, qui passent par... Voilà. Donc là, j'ai présidé la première conférence euro-méditerranéenne sur la traduction à Portorož en Slovénie, dans laquelle, évidemment, beaucoup d'acteurs du monde arabe étaient là. Et nous avons le soutien complet des autorités européennes, puisque c'est une fondation euro-méditerranéenne très soutenue par la Commission européenne, pour à la fois établir une plateforme qui informe les différents acteurs de la traduction, encore une fois, écrit, audiovisuel, d'abord qu'ils apprennent à se connaître, qu'ensuite ils connaissent mieux aussi les différentes aides qui existent, mais qui sont très éparpillées et très peu connues, auxquelles ils ont droit, et pour faciliter l'échange. Il y a des résidences de traducteurs dans les différents pays. Bon, c'est un exemple, si vous voulez. Mais, bon, voilà. Le premier tour de l'élection présidentielle française aura lieu dans moins de 80 jours, Madame la Présidente. Beaucoup d'hommes politiques français sont passés par l'Algérie, Alain Juppé, Arnaud Montebourg, bientôt Emmanuel Macron qui sera ici lundi. Est-ce que l'Algérie est devenue une étape importante pour chaque candidat à l'élection présidentielle? C'est important de venir ici? Forcément, puisque en raison des liens humains que nous avons, et parce que nous avons une population... Je suis toujours frappée en Algérie de voir à quel point les Algériens sont au courant de notre vie politique intérieure. Et parce que nous avons des binationaux aussi. Donc, voilà, alors ça, tant mieux, tant mieux. Plus les autorités françaises s'intéresseront à ce qui se passe à notre sud,
hein, plus nous entraînerons les Européens à considérer que le Maghreb et l'Afrique, parce que voilà, vous avez des prolongements africains qui sont très précieux, sont très importants. Il n'y a pas d'enjeu stratégique plus important. Donc tant mieux, tant mieux. Il n'y a pas assez de dialogue aujourd'hui entre les deux rives de la Méditerranée, entre l'Afrique et l'Europe? Ça pourrait être beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est d'ailleurs le sens de ce rapport qui a un peu défrayé la chronique, parce que quelques propos malheureux, hein, on fait disparaître complètement le message principal qui était mais que la France entraîne les Européens davantage à s'intéresser concrètement. Certaines parties en Algérie ont même appelé à la rupture des relations parlementaires entre l'Algérie et la France après la publication de ce rapport et les propos des deux députés français de droite ou de gauche. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des malentendus, des choses qui n'auraient pas dû être dites selon vous concernant ce rapport parlementaire? Ça, moi, d'abord, je considère que les observations orales ne sont pas dans le rapport écrit. Absolument, orales. Orales. Le problème était sur ça, d'ailleurs. Hein. Ouais. Dans les présentations orales qui ont été faites par le président de la mission et le rapporteur, il y a des appréciations personnelles sur les dirigeants qui n'auraient jamais dû, qui sont parfaitement déplacées et qui n'auraient jamais dû être prononcées. Voilà. Ça a été une erreur commise par les deux députés? Oui, bien sûr. Alors après, nous, si vous voulez, la parole des parlementaires est libre. Moi, avec le secrétariat de la Commission des Affaires étrangères, nous regardons ce qui est écrit dans les rapports. Mais même les rapports écrits, si vous voulez, sont sous la responsabilité de chaque président et rapporteur. Et nous n'autorisons que la publication. Ce n'est pas une approbation de toutes les appréciations d'ailleurs qui sont portées dans le rapport. Mais ça fait circuler l'information, c'est voilà. Alors, mais là, il y avait des propos qui étaient tout à fait déplacés. Je l'ai dit, je suis heureuse d'ailleurs que vous me donnez l'occasion de le réaffirmer, puisque je l'ai dit publiquement. Et d'ailleurs, le rapporteur s'en est excusé par lettre. Moi-même, j'ai écrit tout de suite à mon homologue algérien pour lui dire à quel point j'étais navrée de ça. Présidentielle française, vous aviez apporté votre soutien à Manuel Valls. Il a perdu la primaire au profit de Benoît Hamon. Vous allez soutenir le candidat du Parti socialiste français à la présidentielle? Moi, ma position est très simple. Le parti auquel j'appartiens depuis, je sais à peine le dire, 45 ans. C'est pas maintenant que je vais changer. Hein. Bon. Et je vous ai dit l'origine de mon engagement, l'anticolonialisme. Bon. Donc, il y a eu une primaire, Benoît Hamon l'a gagnée, sa victoire est très claire, elle est incontestable, il a donc une légitimité. Maintenant, sa responsabilité à lui, c'est de rassembler, de tendre la main à tous ceux qui n'ont pas voté pour lui dans cette primaire, c'est-à-dire d'opérer un rapprochement et de tenir compte des désaccords que nous avons affirmés, à mon avis à juste titre, sur des éléments de son programme que nous ne partageons pas. Donc tendre la main à l'ensemble des adhérents du Parti socialiste et puis après essayer de faire un rassemblement plus large. Et vous allez le soutenir? Donc moi j'attends quelques précisions, le dialogue a commencé, voilà. Vous pensez que la gauche a des chances de gagner la présidentielle française, Madame Guigou? Oui, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible et je pense même que ce serait une bonne chose. Vous savez, nous avons... Donc ce serait une bonne chose que M. Hamon gagne la présidentielle? Non mais, attendez, je vous dis, ne brûlons pas les étapes. Benoît Hamon doit d'abord s'attacher à rassembler. Bon. S'il le fait, je pense qu'il sera en bonne position. Mais voilà, il y a des gestes à faire. Ensuite, je pense que nous avons un danger principal, c'est Madame Le Pen, que moi je n'appelle pas Marine, exprès, n'est-ce pas, pour ne pas introduire un élément de proximité avec cette dame dont je ne partage aucune des orientations et dont le mouvement n'apportera aucune solution aux problèmes de la société française. Bon, au contraire, ne fera que les aggraver et mettre le pays dans une impasse. Si par malheur, ce parti politique devait gagner les élections, ce que je ne crois pas, ce n'est pas le plus probable, mais je vois bien la montée quand même. Et donc il y a une responsabilité conjointe des forces politiques de droite et de gauche, d'ailleurs en France, qui ne sont pas dans les extrêmes, de présenter des projets qui puissent être
jugée favorablement par les Françaises et les Français. Bon, actuellement, nous sommes dans un état d'imprévisibilité parce que tous les pronostics ont été déjoués, tous, absolument tous, bon, depuis quelques semaines. Alors, ne tirons pas des plans sur la comète, les sondages, c'est une chose. Moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que nous allons pouvoir renforcer notre débat démocratique et puis ensuite faire échec à la montée du Front National. Donc si Mme Le Pen est au deuxième tour, vous voteriez pour l'autre candidat, quelle que soit sa couleur politique? Sans aucune espèce d'hésitation. D'ailleurs, je l'ai déjà fait, puisque j'ai voté et appelé à voter pour M. Chirac en 2002, quand Lionel Jospin, malheureusement, a été écarté du deuxième tour de la présidentielle. Donc je n'hésiterai pas une seconde, et ma référence sera celle-là. Je voterai pour le candidat qui sera de gauche, je suis de gauche, qui sera susceptible d'être au deuxième tour, donc ça va se jouer dans les semaines qui viennent, et ensuite je voterai pour le candidat, qu'il soit de droite ou de gauche, qui permettra de faire échec au Front National. Voilà, c'est simple. Merci Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, ancienne ministre de la Justice et de l'Emploi en France. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir reçus ici à la Villa des Oliviers à Alger. Merci à vous. Merci beaucoup et nous sommes très heureux d'avoir ce privilège ici à Alger d'être dans un cadre aussi magnifique face à la baie d'Alger où nous avons le bonheur de voir le soleil ce matin.